Salut les infograts, aujourd'hui on va parler d'Emmanuel Macron et de son remaniement puisqu'il y a eu des nouvelles informations qui sont sorties sur le remaniement ministériel futur qui sera proposé par Emmanuel Macron. Il s'agissait depuis déjà plusieurs semaines de savoir si Elisabeth Borne resterait Premier ministre, s'il y avait des ministres qui allaient partir, qui allait être remplacé, qui allait remplacer Elisabeth Borne, etc. Donc on va parler de tout ça, de toutes ces bisbilles de cuisine politicienne. Ensemble, je vais vous expliquer toutes les implications de chaises musicales de ce gouvernement. Il y a aussi ce cap des 100 jours qui a été posé par Emmanuel Macron, qui était censé être un cap d'apaisement, qui était censé suivre la séquence sur la réforme des retraites, où il y avait eu des contestations très fortes, comme vous l'avez vu partout dans les médias. Et finalement, c'est ce cap d'apaisement qui n'a pas été si apaisé que ça, parce qu'on a quand même spéculé sur Elisabeth Borne et le fait qu'elle resterait ou pas Premier ministre pendant tous ces 100 jours, sans compter que Elisabeth Borne a présenté ses objectifs pour ces 100 jours et certains n'ont pas été tenus. Donc il y a quand même un problème politique. Tout ça pour finir par une annonce de discours pour le 14 juillet qui n'a pas été tenue non plus, puisque Emmanuel Macron n'a fait aucune allocution le jour du 14 juillet. Donc on va parler de tout ça ensemble. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces, les commentaires, afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette séquence politique compliquée pour Emmanuel Macron. Alors, comme vous savez certainement, au mois d'avril, à la fin de la séquence sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a proposé un cap de 100 jours d'apaisement de la France après les contestations qui étaient violentes, comme vous le savez, à la suite d'un 49-3. Emmanuel Macron a posé ce cap et ensuite, Elisabeth Borne, la première ministre, a proposé ses objectifs, son plan pour les 100 prochains jours. Et ça partait du mois d'avril et c'était censé arriver au 14 juillet. Et au 14 juillet, on était censé avoir une allocution d'Emmanuel Macron pour parler de ces 100 jours d'apaisement. Ces 100 jours d'apaisement n'ayant pas eu lieu à cause notamment des émeutes à la suite de la mort du petit Naël à Nanterre, Emmanuel Macron a estimé qu'il ne pouvait plus faire ce discours d'apaisement au 14 juillet. Parce qu'on était en plus dans une période où on craignait encore que les émeutes continuent la nuit, notamment pour le 14 juillet, avec les festivités, etc. Ce discours n'a pas eu lieu, cette allocation n'a pas pu avoir lieu, ce qui est déjà un aveu d'échec en soi, puisque vous reconnaissez que la situation ne vous permet pas, en tant que président de la République, de vous adresser aux Français, parce que vous avez énervé les Français déjà à un point tel que quand vous vous adressez à eux, vous craignez la colère, les contestations, les remises en cause de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait, etc. Donc déjà, Emmanuel Macron est dans une situation politique telle que il sait que prendre la parole pour lui, c'est risqué. Bon. Donc, pas d'allocution du 14 juillet. Ensuite, il y a la situation d'Elisabeth Borne. La situation d'Elisabeth Borne, première ministre, elle est aussi extrêmement compliquée. Pourquoi ? Parce que si on en est dans cette situation difficile, c'est parce qu'elle n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés par son poste, par son propre poste. En effet, Premier ministre, vous êtes chef de la majorité. Donc ça veut dire que vous êtes censé avoir la majorité au pas pour faire voter les textes. Les textes proposés par l'exécutif. Or, Elisabeth Borne n'a obtenu aucune majorité ni sur la réforme des retraites, donc qui a été votée au 49-3 au forceps parce que Elisabeth Borne n'a pas obtenu la majorité nécessaire. Et en plus, elle craint, et elle a raison, de ne pas avoir une majorité pour un prochain texte qui n'est pas encore voté, qui est la loi immigration. Et elle est tellement sûre qu'il n'y a quasiment pas de majorité que quand elle a fait ses annonces d'objectifs au mois d'avril, elle a supplié les Républicains de bien vouloir voter avec elle la loi immigration. Les Républicains ont, comme un seul homme, refusé et ont même proposé un contre-projet pour dire: si vous voulez un texte immigration, il faut voter le nôtre. Ce qui est une petite forme de menace envers l'exécutif. C'est un petit peu de la chic envers le gouvernement. Et donc, cette situation, on en est là avec Elisabeth Borne, qui n'est pas capable de réunir une majorité. Et ça fait deux textes. Ça fait deux textes qu'elle ne peut pas réunir une majorité. En plus, sa majorité repose sur une majorité relative, ce qui fait que elle a très très peu de réserve de voix pour aller chercher ailleurs que dans sa propre majorité. En effet, elle a une majorité relative et
au niveau des députés, là où elle peut aller chercher, ça peut être que chez les Républicains parce que ils sont sur une droite qui n'est pas l'extrême droite, qui est encore dans le champ républicain et qui sur certains sujets peuvent éventuellement être d'accord avec Macron, etc. Notamment sur l'économie, sur l'immigration. Enfin, idéologiquement, les Républicains ne sont pas si éloignés que ça d'Emmanuel Macron à certains égards. Donc c'est la réserve de voix qui existe pour Elisabeth Borne, et le plus loin qu'elle puisse aller, c'est éventuellement les socialistes modérés, et encore, ils sont pas si nombreux que ça par rapport au groupe des Républicains, qui sont peau de chagrin par rapport à avant, mais qui sont encore 70, 65. Donc il y a encore quelques voix à prendre chez eux. Si on a besoin de 15 ou 20 voix, les Républicains sont 64. Il y a de la réserve de voix. Donc elle n'a pas beaucoup de choix. Parce que sinon c'est Marine Le Pen, le groupe de Marine Le Pen, les 89 députés Rassemblement National. Donc la situation politique d'Elisabeth Borne, elle est extrêmement compliquée. Et pourtant, donc Emmanuel Macron voulait s'en débarrasser parce que elle peut pas porter texte porté par que Emmanuel Macron veut faire voter. Elle est pas en mesure de les faire voter ou vraiment au forceps, c'est-à-dire au 49-3. Ça veut dire qu'on est obligé de faire des plans pour pouvoir sauver sa tête à Elisabeth Borne. Donc Macron voulait depuis un certain temps la virer, de plus l'avoir comme Premier ministre. Il a cherché les castings, tous les journalistes de Paris ont cherché le casting qui pourrait correspondre. Finalement Macron n'a pas trouvé, donc il en est réduit, parce qu'il a perdu un peu la partie, à garder Elisabeth Borne parce qu'il n'a pas d'autre choix. Donc, attention, il faut aussi se rappeler que si Emmanuel Macron comptait virer Elisabeth Borne en tant que Premier ministre, il y avait des candidats au poste de Premier ministre dans le gouvernement et ailleurs. Il y avait Darmanin, qui a des ambitions présidentielles pour 2027, voire 2032. Il y a Bruno Le Maire, qui a aussi des ambitions pour 2027, voire 2032. Il y a d'autres gens qui cherchent à avoir des postes, qui veulent être Premier ministre pour que ça fasse tremplin. Édouard Philippe, ancien Premier ministre lui-même, qui a aussi des ambitions pour 2027. Édouard Philippe a refusé le poste parce que ses ambitions personnelles, pour l'instant, dans ses intérêts, c'est mieux de rester à l'extérieur. En fait, le fait qu'Elisabeth Borne reste, c'est un aveu d'échec de la part d'Emmanuel Macron, qui montre là qu'il n'a pas le choix, qu'il n'a pas d'autres personnes, parce que si droitiste pour son positionnement et qu'il va à droite, trop à droite, il perd une partie de sa majorité. Il réduit sa majorité à peau de chagrin. Et Elisabeth Borne va rester comme ça par défaut parce qu'il n'y a personne d'autre. En ce qui concerne les ministres qui pourraient se faire virer. Parce que pour l'instant, Emmanuel Macron a confirmé qu'il garde Elisabeth Borne. Il a confirmé ça aujourd'hui. Mais il n'a pas parlé des autres ministres. Il prévoit de parler du remaniement plus tard. Il a dit qu'il ne savait pas qui il allait virer pour l'instant, mais il y a 2 ministres qui sont clairement sur la sellette. C'est Marlène Schiappa, à cause de cette affaire de Front Marianne, et Pape Ndiaye, globalement parce qu'il s'est mal débrouillé sur tous les dossiers sur lesquels on l'attendait. Il n'a proposé aucune solution, il proposait rien, il n'a pas de plan. Il proposait soit rien, soit des mesures totalement lunaires, rien à voir avec l'actualité, vraiment, et puis choquantes parfois, des choses totalement wokistes. Voilà, c'est lamentable, il a un bilan lamentable ce garçon, donc autant le virer, autant le virer. Il y a aussi Éric Dupond-Moretti qui a quelques affaires sur lui et qui est fortement contesté, donc on se pose la question. Il y a Darmanin sur qui on se pose la question parce qu'il voulait être Premier ministre, donc, et en même temps il gère très bien le ministère de l'Intérieur, il s'en est très bien sorti sur l'affaire des émeutes. Donc peut-être qu'il peut rester là. Bon, voilà. C'est un gouvernement là qui a perdu toute crédibilité politique au niveau du peuple, des gens qui regardent. On voit la déchéance, on voit pourquoi on n'a pas le choix. Et Elisabeth Borne, elle est dans une situation politique quand même qui est grave parce qu'elle a un déficit d'autorité qui est gravissime. Elle tient pas la majorité, ni au gouvernement, ni à l'Assemblée nationale. Elle est gardée là par défaut. Elle a des casseroles qu'elle essaie de cacher. Il y a des livres qui sortent et elle essaie de faire interdire les livres. Et c'est vraiment
On a atteint un stade de déchéance politique et de putréfaction politique qui est aujourd'hui maintenant visible de tous et qui nous rend comme ça non crédibles à l'étranger. On se moque de nous, les gens se moquent de nous à l'international. Et c'est vraiment problématique. Là, on est en fin de cycle et il va falloir il va falloir vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour la France dans les prochaines années parce que là, c'est en train de descendre tout doucement, de décliner. On est en déclin. Est-ce qu'il va falloir une nouvelle république, un nouveau cycle, une nouvelle constitution, un nouveau système? Qui est-ce qu'on met, qui dirige, est-ce qu'on réforme, avec qui on fait ça, qui conteste quoi, qui a des idées, voilà, parce que là, le spectacle, c'est un spectacle qui est désolant. Le spectacle est désolant. Après, il y a Pierre Palmade. Donc, il y a des rumeurs comme quoi il y a un ministre qui était à la fête de Pierre Palmade le soir de l'accident. On sait, il y a des rumeurs qui courent partout sur les réseaux. Donc, ça veut dire que, en fait, rien que le fait que la rumeur court, ça veut dire qu'on prend plus au sérieux ces gens. En fait, rien que le fait que la rumeur court prouve qu'on prend plus au sérieux ces gens, ils sont même plus crédibles. On se dit c'est des dégénérés, ils savent pas travailler, ils font rien, ils sont teubés, ils travaillent pour des intérêts qui sont pas les intérêts de la France, parce qu'ils savent même plus ce qu'ils font, tellement ils sont drogués, tellement ils sont je sais pas quoi. C'est des rumeurs qui circulent, je sais pas si je dis pas que c'est vrai. Je dis que les gens disent tellement tout et n'importe quoi sur ces gens que ça veut dire qu'en fait on les respecte même plus. Ces gens, le gouvernement, l'exécutif, on ne les respecte plus. Ils ne sont plus respectés par le peuple français. Ils maîtrisent pas ce qu'ils font, ils maîtrisent pas leur travail et ça se voit. On voit ça tous les jours et c'est un spectacle navrant. Le spectacle est navrant et les Français sont navrés de voir ça. Et les Français sont exaspérés, ils sont exténués, ils sont largement effarés et en colère de voir qu'ils sont dirigés par des gens qui sont comme ça. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!